Allez, on commence. Bonjour. Moi, j'ai l'impression de faire partie un peu de votre famille, puisque mes filles étaient à l'école alsacienne, et donc elles en sont sorties. Et j'ai plaisir à revenir plutôt de ce côté-là. Quand je venais ici habituellement, j'étais au fond pour écouter les consignes de l'année. Voilà, donc je remercie Monsieur Collodier de nous avoir invités. Donc je vais vous présenter nos vedettes aujourd'hui, hein. Donc je commence par parce que j'ai beaucoup de respect pour le sport de haut niveau, et Valdemar, qui est votre professeur de judo aussi, a été 2 fois champion olympique. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais champion olympique, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein. C'est comme avoir le prix Nobel quand on décide de faire une spécialité intellectuelle. Il a été 2 fois champion olympique de judo, une fois à Séoul et une fois à Barcelone. Donc Barcelone, c'est 1992, et Séoul, c'est 1988. Voilà. Donc voilà, je vois que vous aimez le sport, donc on va bien s'entendre. Donc il donnera son point de vue de champion sur le sujet du jour, qui est le sport et le dopage. Et puis je vais vous présenter aussi Véronique, Véronique Lebar. Alors Véronique est médecin, et elle est le médecin, on dit la médecin, le médecin, le médecin, le médecin de l'AFLD, qui est l'Agence française de lutte contre le dopage. Voilà, donc son métier est de travailler sur ce thème et d'éviter donc, ou en tout cas de contrôler ce sujet. Moi, je vais me présenter rapidement, mais je serai plutôt l'animateur et je pourrai répondre à vos questions. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'étais pas assez doué pour devenir champion, alors j'ai décidé de devenir médecin et de devenir médecin des champions. Comme ça, je suis resté à côté d'eux. Et donc, j'ai eu cette chance de faire ma carrière à côté d'eux. Et donc, j'ai été le médecin de l'équipe de France de ski et d'athlétisme. Et je continue à m'occuper donc de champions, et vous pourrez poser des questions. Voilà, donc je vais passer la parole à Véronique, qui va faire un petit diaporama. Ensuite, Valdemar vous racontera son parcours, et ensuite on échangera. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire on a à peu près un quart d'heure, 20 minutes, un petit tour de piste sur les raisons pour lesquelles on se dope. En clair, quels sont les produits qui améliorent quelle particularité physiologique. Bon, quelles sont les qualités à la base d'une performance sportive? On en a 4 à peu près. L'endurance, la force et la vitesse, les techniques et le mental. L'endurance. Alors, ça, c'est quelques définitions, vous le savez, mais c'est juste pour préciser les choses. Donc, l'endurance, comme vous le savez, est le pendant de la force-vitesse. C'est la capacité de réaliser un effort de longue durée avec une intensité la plus importante possible. Donc, pour cette capacité, il y a des produits spécifiques qu'on verra tout à l'heure. La force et la vitesse. C'est la capacité de réaliser des efforts brefs et de grande intensité avec produits spécifiques. Technique, c'est la capacité de réaliser des efforts correspondant à une grande complexité gestuelle. La technique, vous savez très bien que si vous pratiquez un sport, la technique est très importante. C'est ce qu'on apprend à chaque entraînement. Le mental, ça, c'est l'état mental dans lequel vous vous trouvez, dans lequel un sportif se trouve quand il fait une compétition, quand il s'entraîne, quand il est hors compétition, quand il est hors entraînement. C'est la capacité de résister aux contraintes psychologiques, cette fois-ci, qui s'exercent tout en conservant sa motivation. Donc, ces différentes qualités interviennent dans tous les sports, mais à des degrés variables selon les individus. Alors, quelques rappels très vite. Je pense que vous avez vu ça en SVT. Donc, comme vous le savez, la molécule d'ATP constitue la source d'énergie nécessaire à la contraction musculaire et plus généralement à la vie. Elle se trouve où? J'y pente. Dans la mitochondrie. Dans le muscle. Dans le muscle. Dans le muscle. Alors, bon, ça c'est vite fait, hein. Enfin, bon, je pense qu'on ne vous interrogera pas dessus, pas du tout. C'est la dégradation de l'ATP qui donne de l'énergie, hein. C'est l'énergie. Donc, elle est présente dans le muscle à faible concentration. Le renouvellement de l'ATP. C'est important, c'est juste un petit rappel très rapide, mais pour vous expliquer la suite. Il y a 2 façons de renouveler la molécule d'ATP au fur et à mesure de la pratique sportive, au fur et à mesure de sa consommation. L'une nécessite l'oxygène, mécanisme dit aérobie, hein, vous respirez, donc vous respirez l'oxygène. Dans ce cas, le débit de renouvellement de l'ATP est relativement lent, mais peut se prolonger très longtemps. 2 autres mécanismes peuvent s'accomplir en absence d'oxygène. Ils sont dits anaérobies, sans oxygène.
dans ces cas, le débit de renouvellement de l'ATP est très rapide, mais par contre, de durée brève. Donc ça correspond à deux façons de faire du sport. Ça, c'est l'endurance. Donc vous avez la quantité d'ATP, la durée de contraction. Voilà, hein, le débit d'ATP détermine la puissance de la contraction dans l'endurance et dans la force-vitesse. Au niveau du rendement, vous avez l'énergie, donc ce rendement et cette énergie potentielle est donc apportée des aliments, d'où l'importance d'une bonne nutrition. Hein, par exemple, McDo, matin, midi et soir, c'est pas génial pour la compétition, pour l'entraînement, y compris l'intellectuel. Donc l'énergie potentielle des aliments est à la source de 80% de chaleur et du travail mécanique. Au niveau de l'environnement, vous avez la performance au milieu. Donc elle est influencée par la nutrition, c'est ce qu'on vient de voir, par le contexte socio-affectif. C'est vrai, quand on a un gros problème, on n'est pas très performant, quel que soit le style de performance, hein, que ce soit une performance scolaire, une performance sportive, etc. L'entraînement, bien sûr, au niveau du sport et scolaire, bien sûr, entraîne une augmentation de la performance. Bien sûr, la motivation. Quelqu'un qui pense qu'il ne va pas gagner ne gagne pas ou gagne moins. Les conditions climatiques et atmosphériques, ça c'est plus pour les sportifs. C'est vrai que quand il y a une pluie diluvienne et quand on fait de la course à pied, c'est moins sympa que quand il y a une température de 17 degrés et le soleil. Et bien sûr le mode de vie, tout ce qui fait partie du mode de vie. Donc l'entraînement. L'entraînement est influencé par la coordination motrice, le mental, donc l'état psychologique dans lequel se trouve le sportif quand il s'entraîne, et bien sûr les capacités fonctionnelles, les capacités du sportif lui-même. Donc, qu'est-ce qu'un entraînement? C'est des séries d'exercices entrecoupés de moments de repos. Donc, dans ces moments de repos s'appellent les périodes de récupération. Le but du jeu dans la récupération, c'est qu'elle soit rapide et qu'elle concourt à la récupération de tout ce qui a été perdu pendant l'entraînement. Elle est constructive aussi parce qu'elle permet des changements de structure et fonctionnels. Pourquoi cette récupération est constructive? Justement parce que le corps se reconstruit à la récupération. Hein, il récupère, il se remet au même niveau qu'avant. Si vous lui avez donné au niveau nutritionnel, à des tas de niveaux, si vous lui avez donné le substrat pour pouvoir récupérer. Processus d'adaptation. Alors, la conséquence du stress qui est constituée par les exercices, parce qu'un exercice, c'est un stress. Le stress, ce n'est pas obligatoirement quand on est stressé parce qu'on a des tas de devoirs et qu'on s'énerve, etc. L'exercice intense est considéré comme un stress. Donc, la conséquence du stress constitué par les exercices composant la séance d'entraînement et leur mode de répétition sont le reflet fidèle de la nature des efforts réalisés. La sursollicitation des organes, donc des muscles, de tous les organes qui sont sollicités pendant un entraînement sportif, impliqués donc dans les exercices concernés, provoque au niveau de leur tissu tissulaire une synthèse protéique de type structurel, enzymatique, qui aboutit à une augmentation de leur réserve fonctionnelle, c'est-à-dire de l'amplitude de leur réaction au stress-exercice. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation. Il y a une adaptation qui est proportionnelle à l'exercice effectué. On observe parallèlement une amélioration des grandes fonctions régulatrices du corps, des systèmes de coordination des muscles, de l'adaptation psychologique, mentale aux contraintes de l'entraînement. Ça ne se fait pas en un entraînement, évidemment, hein, ça se fait au fur et à mesure des entraînements. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Cette adaptation, obligatoirement, est progressive, hein, c'est ce qu'on vient de dire maintenant, ce n'est pas en un entraînement qu'on est tip-top au niveau de ses résultats sportifs. Elle atteint une limite propre à chaque individu, bien sûr, qui dépend de son génotype.
Au niveau de cette salle, il y a peut-être des futurs champions, mais il y a obligatoirement des gens qui ne seront jamais des champions parce qu'ils ne sont pas codés génétiquement pour l'être. Et encore, il faut affiner ce que je viens de dire, parce que selon les sports, vous pouvez être champion dans un sport et très très moyen ou même nul dans un autre sport. L'entraînement sportif moderne est caractérisé par une élévation progressive des charges imposées au sujet. On monte en puissance. Au début de l'entraînement, au niveau de la saison sportive, on n'aura pas la même charge d'entraînement qu'à la fin de la saison sportive. Ceci permet à chaque étape d'imposer à l'organisme des sollicitations proches des limites de ses possibilités fonctionnelles. On va toujours au plus de ce qu'on peut faire. Ces conditions sont indispensables à une stimulation efficace de ces processus d'adaptation. C'est comme ça qu'on progresse. C'est la définition du mode de progression. Alors, on va voir maintenant plus spécifiquement les dopages. Donc, il y a le dopage sanguin, par exemple le PO, le dopage musculaire et les psychoactifs. Donc, les dopants, les produits dopants qui agissent sur le mental en tant que dopants. Donc, le dopage sanguin, le but du jeu, c'est d'augmenter les potentiels des mécanismes aérobies, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Là, un petit rappel. Donc, vous avez les poumons qui apportent de l'oxygène au niveau du système veineux. Ensuite, c'est le cœur qui amène donc le sang au niveau des muscles. Mitochondrie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et la mitochondrie rejette du CO2, du gaz carbonique, qui est éliminé par les poumons. Alors, au niveau de la concentration en hémoglobine, bon, je vous rappelle le transport de l'oxygène. Et le but du jeu au niveau de l'EPO, c'est d'augmenter le nombre de globules rouges pour augmenter la concentration en hémoglobine. Donc l'EPO, vous en avez tous entendu parler, évidemment. Bon, Lance Armstrong, etc., etc. Ça, c'est quelques noms d'agents stimulants, l'érythropoïèse. Donc ça, ce sont des noms commerciaux de PO qu'on peut retrouver dans le commerce. À côté de l'EPO, vous avez les homo- et autotransfusions. Ce sont des transfusions. Là, vous avez rapidement le parcours d'une poche de sang en 4 étapes. Bon, il y a un prélèvement, il y a une préparation dans une centrifugeuse. Et donc, au niveau des produits dopants, on le verra après, il y a une petite préparation d'enrichissement de ce sang. Et ensuite, le sportif se réinjecte le sang. Donc, au niveau... Pardon. Donc, qu'est-ce qu'une transfusion autologue ? Hors compétition, le sportif prend de l'EPO, se prélève du sang, le conserve au frigo, tout simplement. Et en période de compétition, il se réinjecte cette préparation, c'est-à-dire le prélèvement sanguin plus l'EPO. Et bon, il y a des petits contrôles au niveau biologique pour voir, pour ne pas se faire détecter, tout simplement, donc spécifiquement au niveau de l'hématocrite. Et donc voilà. Et a priori, pour le moment, ce style de dopage n'est pas trop bien détecté au contrôle antidopage. Donc, en général, les sportifs font dans des courses de longue durée, dans de l'endurance, ils se font ce style de préparation 2 à 3 fois par semaine, pendant 3 semaines, au cours desquelles sont pratiqués des prélèvements de sang qui sont stockés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle permet de disposer rapidement de sang autologue, c'est-à-dire son propre sang, sans affecter les capacités d'entraînement. Les solutions d'hémoglobine. Ça, c'est une poche de sang. Alors, en général, vous pouvez détecter plus exactement les solutions, le dopage par solution d'hémoglobine parce que vous avez des médicaments associés à cette hémoglobine qui permettent une meilleure, qui permettent un meilleur potentiel au niveau de cette hémoglobine. Donc, les médicaments, les substances retrouvées, c'est la vitamine B12, la vitamine B9, le fer et l'actovégin. Maintenant, on va voir comment faire pour augmenter les capacités force vitesse, c'est-à-dire la puissance musculaire. Donc, le dopage musculaire. Alors, vous avez tous entendu parler des anabolisants, de la testostérone, pour améliorer plutôt la plasticité musculaire. Donc, les stéroïdes anabolisants androgéniques, principalement la testostérone.
Donc c'est pour comment dire, ressembler à ce morceau de viande là. Voilà, ça c'est encore des exemples hein, de noms commerciaux ou qu'on peut trouver en pharmacie, qu'on peut trouver sur Internet. La testostérone se trouve souvent en pharmacie, se trouve souvent sous forme de patch ou sous forme de crème. Voilà, ça c'est patch. À côté de la testostérone, vous avez l'HCG. Voilà quelques exemples d'HCG hein, que l'on trouve en pharmacie. Donc l'hormone de croissance. Donc l'hormone de croissance a certaines particularités. Si on en injecte beaucoup, vous avez des grosses mâchoires, des grosses mandibules, etc. Et donc c'est vrai que bon, quand on voit ce style de faciès, on peut se dire bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Comme produit dopant aussi, parallèlement aux deux premiers cités, il y a l'IGF-1. Quelques exemples. L'antimyostatine. Alors ça, c'est un bébé qui a un problème génétique et donc il a une production de myostatine très très importante. Et donc vous voyez qu'à 7 mois, on dirait Schwarzenegger. Donc ça, ce sont des exemples d'antimyostatine qu'on trouve plutôt par Internet sous forme de compléments alimentaires. Oui, alors ça, c'est juste un clin d'œil, un gros clin d'œil que je vous envoie. Faites attention aux produits sur Internet. Ils ne sont pas légiférés. Il peut y avoir, la notice ne correspond pratiquement jamais à ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Donc, il peut très bien y avoir des produits dopants. Très souvent, les produits dopants, enfin, en général, les produits dopants ne sont pas bons pour l'organisme. Ça peut entraîner des morts. Donc, essayez de... Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre ce style de produit sur Internet, mais il vaut mieux s'abstenir. Vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Enfin, je parle du sport, mais je parle aussi de la performance intellectuelle. Vous avez un concours, vous avez un examen, etc., etc. C'est plus facile de se faire livrer par Internet. On vous livre quelque chose qui, sur la notice, est très, très bien. Et vous risquez d'avoir de grosses surprises. Il y a des morts, hein. Il y a des morts dans ces cas-là. Les bêta-2 agonistes. Alors, les bêta-2 agonistes sont des produits que l'on utilise contre l'asthme. Alors, quelqu'un qui est asthmatique, qui prend des produits contre l'asthme, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien à dire. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas asthmatique et qui prend des produits anti-asthmatiques, là, ça commence à poser des problèmes au niveau de la santé en particulier, même sans parler dopage, mais au niveau de la santé. Le clenbuterol, c'est un anti-asthmatique, mais qui est utilisé par certains sportifs et qui est normalement utilisé chez les animaux. Les psychoactifs, donc ça, ce sont des produits, des substances qui servent ou à vous tenir réveillé, ou à vous permettre de vous calmer, etc., etc. Donc ce sont des produits dopants puisqu'ils améliorent le stress, ils améliorent la vigilance, etc. Donc vous avez 4 sortes de psychoactifs. Les stimulants, ça vous donne la pêche. Euphorisants, ben, ça vous êtes tout guilliré, donc au niveau du stress, c'est sympa. Analgésiques, ça endort la douleur. Et les relaxants, ben, c'est des relaxants. Donc la strychnine, un très très vieux produit dopant. Donc, vous voyez qu'en 1904, il y a eu Thomas X qui s'était fait contrôler positif à l'arrivée du marathon. Donc, à 10 km de l'arrivée, le coureur de tête Thomas X connaît une défaillance. Aussitôt, son entraîneur décide de lui injecter de la strychnine et de lui donner une rasade de cognac. 5 km plus loin, Thomas connaît un nouveau passage à vide, nouvelle injection qui, selon son entraîneur, lui permet de reprendre un semblant de rythme jusqu'à l'arrivée victorieuse. Donc, les amphétamines. Alors, les amphétamines, j'espère que vous n'en avez jamais pris, parce que ce sont les étudiants aussi qui utilisent beaucoup cette substance pour pouvoir bosser en ayant une pêche d'enfer pendant longtemps. Donc ces produits entraînent très souvent des problèmes cardiaques, à type d'arrêt cardiaque. Donc il vaut mieux que vous anticipiez vos révisions que de prendre des trucs comme ça et d'être complètement... de risquer gros au niveau de votre santé. Donc l'autre nom de la méthamphétamine, c'est Cristal aux États-Unis. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
sous forme de poudre de cristaux. La méthamphétamine a fait son apparition en masse dans les soirées techno. Dérivée des amphétamines, c'est la drogue synthétique qui inquiète aujourd'hui médecins et professionnels de santé. Elle agit sur le système nerveux central en libérant de fortes concentrations de dopamine. Et comme chaque personne est différente selon chaque produit, il y a des personnes qui sont très 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 excitées, qui ne dormiront pas pendant 48 heures, mais il y en a d'autres qui, à la première prise de méthamphétamine, auront un arrêt cardiaque. Et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Autres produits, alors ça, ce sont des produits, l'éphédrine, ce sont des produits qu'on trouve très très souvent sur Internet. Donc méfiez-vous. Il y a aussi des dérivés de l'opium, donc la morphine et l'héroïne. Donc ça, je ne vous fais pas de dessin, vous en avez déjà entendu parler. Ce sont des produits dopants, mais c'est vrai que ce sont des produits très très dangereux qui entraînent bien sûr très souvent la mort. La cocaïne est un psychostimulant qui peut provoquer une forte dépendance. Donc le crack est l'un de ses dérivés. Elle se présente généralement sous la forme d'une fine poudre. Elle est extraite des feuilles de cocaïer. Le cannabis. Alors, il y a une étude qui date de 6 mois qui approuve et qui a été faite sur une durée de 30 ans, qui est la première étude qui prouve de façon formelle que le cannabis abaisse minimum de 3 à 5 points le quotient intellectuel et qui abaisse aussi de façon très très importante la capacité de réagir, de travailler, d'être normal. Tout simplement d'être juste par rapport aux sollicitations extérieures. Bon, faire attention, évidemment. Enfin, plutôt s'abstenir. Le modafinil, donc autre produit dopant. Alors là, le modafinil, c'est un produit qu'on utilise dans ce qu'on appelle la narcolepsie. La narcolepsie, c'est une maladie qui augmente de plus en plus. D'ailleurs, on se demande s'il n'y a pas un problème au niveau de l'environnement. Et la narcolepsie, c'est une maladie pour laquelle les gens ne peuvent pas se tenir réveillés plus de 10 minutes. Ils ont besoin d'un stimulant apporté donc par un médicament pour se tenir réveillés. Et c'est vrai que bon, quand on n'a pas de narcolepsie, c'est vrai que ça aide au niveau sportif. La ritaline, alors ça, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou si certains d'ailleurs d'entre vous en prennent. C'est un médicament que l'on utilise surtout aux États-Unis, surtout dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus légiféré en France. On utilise cette molécule, la ritaline, donc ou le Concerta, pour des maladies, pour des hyperactivités. C'est-à-dire c'est des gens qui ne s'arrêtent pas de bouger, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à se concentrer. Et ça correspond à une maladie qui s'appelle le syndrome hyperactif. Et donc, on traite cette maladie avec du méthylphénidate. Les noms de médicaments, c'est la ritaline et le Concerta. Autre médicament dopant, les glucocorticoïdes. Alors ça, il se peut très très bien que vous en ayez pris parce que ce sont des médications très, très habituelles en médecine. Alors... par exemple, quand vous avez une sinusite, comme c'est très très douloureuse, et comme les glucocorticoïdes sont des médicaments très très forts, des anti-inflammatoires très très forts, on vous donne souvent des corticoïdes. Vous avez vous avez le Célestane, vous avez le Soluprède, vous avez le Cortencil, et ce sont des produits dopants parce qu'ils masquent la douleur, parce qu'ils donnent la pêche, et donc ils sont classés dans les substances dopantes. Vous avez aussi au niveau des produits dopants des associations médicamenteuses. Très souvent au niveau des protocoles, au niveau des sportifs, on retrouve, quand on fouille un peu, des recettes pour faire différentes choses. Entre autres, par exemple, vous avez une recette là pour faire des globules rouges. Donc vous avez de l'EPO, de l'acide folique, de la vitamine B12, de l'actovégin, qui est utilisé plutôt chez les animaux, du fer et des corticos. Pour faire du muscle, donc, ça ce sont des recettes. Hein. Il vaut mieux pas s'en servir, mais bon. Le pot belge, vous en avez déjà entendu parler, c'est surtout les cyclistes qui les utilisent. Donc le pot belge, c'est les amphétamines, la cocaïne, l'héroïne. Pour récupérer. Donc normalement, vous avez aussi des protocoles de récupération.
Donc ça, c'est aussi un protocole de récupération. Donc il faut se réhydrater, accélérer la régénération musculaire, masquer la sensation de fatigue et restaurer les réserves énergétiques. Donc voilà la recette que vous avez à l'écran. Donc les perfs de sérum glucose, ça c'est pas dopant. L'insuline, ça c'est dopant. La testo plus l'hormone de croissance et les corticoïdes. Donc ça, ce sont des exemples de protocoles de produits que l'on trouve chez des sportifs. Donc vous voyez le nombre de produits qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est un protocole hein, pour un sportif. Voilà, avec des recettes. Hein, bon, vous n'avez pas besoin de les marquer. Voilà, bon, là, je pense qu'on va finir. Vous avez sûrement des questions. Après, c'est plus de la physio. Je pense que ça ne vous intéresse pas. On a vu surtout les grandes catégories de dopage. Voilà. Alors, on va passer la parole donc à Valdemar, qui va nous raconter un petit peu dans sa carrière sportive, est-ce qu'il a entendu parler de dopage, quel est le comportement qu'il a pu observer. Je voudrais juste juste dire une chose par rapport au dopage et au sport, et puis après, ce sera surtout la discussion. C'est que le sport, c'est une activité physique réglementée. Donc, si on ne respecte pas la règle, on ne fait pas de sport. Le dopage, c'est interdit, donc ça fait partie de la règle du sport de ne pas se doper. Hein, donc c'est simplement pour dire que quand on parle de dopage et sport, je crois que si on parle de dopage, on ne doit plus parler de sport, parce qu'on sort de la définition du sport qui est quelque chose de réglementé pour une raison très simple, c'est pour des raisons d'équité. Hein, quand on fait une compétition, eh bien, on doit être dans un environnement équitable par rapport aux autres, sinon c'est de la triche. Et le dopage donc est quelque chose qui sort de la règle du sport, et donc on ne doit pas l'associer, en tout cas de mon point de vue. Et je te passe la parole. Bonsoir à vous tous. Alors, quand j'écoutais tout ça, ça veut dire que pour devenir un champion, il faut être dopé. Ça, c'est pas la vérité. Et il y a les sports hein, qui on se dope plus, il y a des sports qu'on se dope peut-être pas du tout. Peut-être il y a certains qui se dopent, mais on ne sait pas. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de contrôle. Alors, c'est pas facile. Parce que là, quand on écoute, il y a beaucoup de produits que vous pouvez acheter. Mais si vous êtes des sportifs de haut niveau, vous passez pas mal des contrôles. Aujourd'hui, vous pouvez être contrôlé à chaque moment. Vous êtes obligé de signer un cahier des charges et dire quel jour vous êtes où. Et à tel jour, même à 6 heures du matin, vous pouvez être contrôlé à la maison. Ce qui évite un petit peu les dopages. On essaye de se battre avec cette situation. Après, du point de vue des sportifs de haut niveau, et je représente des judo, et certaines choses sont un petit peu compliquées parce que chez nous, il y a quand même les catégories de poids. Alors, il y a beaucoup de produits si augmente la performance, mais en même temps, augmente votre poids. Alors, vous changez la catégorie. Alors, c'est pas évident parce qu'en face, vous avez les gens qui ont le même poids que vous et pour les battre, en dehors d'endurance, technique, mentale, etc., il y a la force aussi. On peut augmenter cet élément, mais je pense que c'est plus important dans les sports de haut niveau, c'est mental, la stratégie et la technique. Parce que dans la catégorie comme judo, dans les sports comme judo, ça existe aussi toute catégorie. Ça veut dire vous combattez avec les gens qui pourront avoir 130 kilos. Ça existe. Il y a les championnats du monde toute catégorie. J'ai jamais participé. J'ai participé aux tournois qui sont un peu moins élevés. Comme je suis polonais d'origine, alors j'ai participé au championnat des Pologne et j'ai gagné avec les gens qui étaient 160, 150 kilos, 130 kilos. Les combats duraient 10 secondes. Alors, en judo, l'avantage des judo, c'est qu'on a 40 techniques de base et on les fait des deux côtés, ça fait 80 déjà. Et on peut essayer d'utiliser certaines techniques avec les athlètes qui sont lourds. On peut utiliser une autre technique avec un athlète qui est beaucoup plus petit. Je pense qu'avec la catégorie que j'ai à peu près 80-85 kilos, on a plus de difficultés avec des petits qu'avec des grands. On est tous, dans les sports de haut niveau, je dirais tous bien entraînés, on est tous forts. Mais après, il faut savoir utiliser la propre force. Et quand on a parlé de technique tout à l'heure, si vous maîtrisez bien la technique, et la force vous suit. Mais si vous ne maîtrisez pas la technique, vous êtes obligé de chercher la solution avec augmentation des forces physiques.
Après, si vous participez aux Jeux Olympiques, vous avez 50 personnes qui sont dans votre catégorie. Il y a 6 à 7 combats à faire sur toute la journée. Il faut respecter beaucoup de choses. Il faut déjà les matins être au poids. La chance que j'avais, que ça me manquait 4 kg pour être au poids aux Jeux Olympiques. Alors c'est un handicap, je dirais, par rapport aux athlètes qu'ils vont rencontrer, qui sont un peu plus lourds, et surtout après la pesée, ils reprennent encore 2-3 kilos. Alors, vous rencontrez les gens qui sont beaucoup plus forts physiquement que vous. Et la solution après, c'est vraiment la stratégie de combat. Et il faut vraiment travailler beaucoup plus. Et il faut donner beaucoup plus de vous-même pour battre les gens qui sont logiquement plus forts que vous. Alors, c'est un exemple qui voilà, un petit peu, je dirais, fait tout à l'envers dans les sports de haut niveau, surtout le judo, parce que d'habitude, tout le monde perd les poids pour combattre dans la catégorie en dessous. Moi, je travaillais dans la catégorie où j'avais pas de problème. Il y avait un moment même qu'il y avait les tournois qui duraient sur 2 jours. Un jour, il y avait deux poids, deux contrôle des poids. Et pour beaucoup d'athlètes, c'était très très compliqué parce qu'il y a les athlètes aussi qui perdent 10 kilos pour une compétition, c'est beaucoup. Et le retour, il y avait un Français qui a essayé de faire les Jeux, et il a fait les Jeux c'était à Atlanta. Il a perdu 10 kilos. Il a tiré à moins 60 kilos. Il a perdu 10 ou peut-être 12 kilos, alors c'est vraiment, vraiment dur. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Peut-être vous avez des questions, voilà. « 92. Ça veut dire c'est un peu particulier parce qu'on était dans un système des communistes. Et les sports, c'était une carte de visite. Alors on était, je dirais, on était dans les sports, dans le judo, il n'y avait pas ça. Je veux dire qu'on n'était jamais, mais il n'y avait même pas de proposition. Je pense que c'est l'entourage qui a fait qu'on était. On n'était pas poussé pour faire les produits, mais il y avait certains sports chez nous qui, je ne peux pas dire que j'ai vu, mais je sais qu'ils utilisaient les produits, comme par exemple l'haltérophilie, même les cyclistes, tout ça, c'est les sports que même aujourd'hui on parle beaucoup, c'est les sports qui utilisent beaucoup de produits de pont. Mais voilà, depuis si on n'est pas attrapé, on ne peut pas dire que quelqu'un apprend quelque chose. Alors, chez nous, comme je dis, les sports, c'était la carte des visites et c'était important, tous les résultats. Et si on gagnait les Jeux, on gagnait le championnat du monde, le championnat d'Europe, il faut dire qu'on était les champions, on était les stars dans notre pays. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, c'est complètement différent. Il faut savoir que la vie était difficile. Et déjà, les sorties des pays, c'était une récompense. Il faut voir. Et pour vous donner un exemple je dirais, de l'argent qu'on touchait après certains championnats. Alors une fois quand j'étais 3e au championnat du monde, et la somme d'argent que j'ai reçue c'était 100 millions zloty. Ça correspondait, aujourd'hui c'est un frigo qui coûte 100 euros. Voilà, c'est un peu la valeur de l'argent qu'on gagnait après les championnats du monde. Les primes qu'on a eu vraiment importantes, c'est aux Jeux Olympiques. À Séoul, pour les titres, on a eu 10 000 dollars. Et à Barcelone, 20 000 dollars. Mais ça, c'était exceptionnel et c'est la première fois que ça arrivait. Depuis là, ça existe en Pologne. Avant, ça n'existait pas. Et les titres, voilà, pour mes titres. Alors, quand j'ai dit ma carrière sportive, elle était un petit peu à l'envers. Alors, j'ai commencé vachement tard à faire les judo. Mais je faisais beaucoup de sport avant. Je faisais la gymnastique, je faisais handball, j'ai joué au foot. Et les judo, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Et les premiers championnats de Pologne junior, j'étais 7e. Et 6 mois après, par hasard, je me suis retrouvé au championnat d'Europe junior, j'étais premier. Et comme ça, j'ai commencé la carrière internationale. Et alors, du coup, j'ai 2 titres champion d'Europe. Une fois, j'étais 2e, 2 fois 3e.
Et j'ai fait 4 fois champion du monde, j'ai 3 fois troisième, 1 fois cinquième et 2 fois j'ai gagné les Jeux Olympiques. Alors. Si je ne me suis pas trompé, je suis sorti, je ne sais pas, 10 ou 11 fois. 1 fois, j'ai raté, 1 fois, j'étais cinquième. À chaque fois, je suis rentré avec une médaille. Voilà, je ne sais pas, j'étais 8 fois champion de Pologne. J'ai gagné toute catégorie 1 fois en battant champion du monde à moins 95 kilos, qui existait en Pologne aussi, mon collègue. Et j'ai battu un autre qui pesait 140 kilos, était aussi champion du monde. Alors, on peut battre plus lourd que nous. Ça arrive. Dans notre sport, bien sûr. Je peux répondre à la question des produits. Moi j'étais médecin de l'équipe de France d'athlétisme dans les années 80. Et donc, on allait souvent en stage, j'accompagnais les champions en stage dans les pays de l'Est. Et donc, c'est la première fois que j'ai été confronté à des pratiques donc, qui étaient assez peu connues en France à l'époque, ou en tout cas faites peut-être à titre individuel, mais qui étaient faites au niveau de l'État dans ces pays-là. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du cours d'histoire, mais si ça fait partie du cours d'histoire, l'Allemagne de l'Est a fait du sport un élément de sa propagande et de son image. Et donc, on peut dire, je crois aujourd'hui, parce que tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, que l'Allemagne de l'Est a installé le dopage au niveau d'une politique nationale. Et moi, j'ai rencontré des athlètes de l'Est après qui ont commencé à parler et qui disaient qu'à l'époque, ils n'avaient même quasiment pas le choix. Ce n'était pas un choix personnel de vouloir tricher pour gagner. C'était que dans les stages d'entraînement, eh bien, il y avait des produits qui leur étaient donnés. Ils ne savaient même pas ce que c'était d'ailleurs, la plupart du temps, et qui étaient des produits dopants. Donc c'était vraiment le dopage installé au niveau de l'État. Je crois qu'on peut dire ça. Alors ce que dit Waldemar aussi, c'est qu'après, il y a des sports qui sont plus ou moins protégés. Parce qu'il y a des sports où, à l'évidence, sans la technique et sans la stratégie, ça ne sert à rien d'être fort, quoi. Et c'est vrai que dans le judo, c'est vraiment un sport d'une grande finesse stratégique, puisqu'il faut se servir de la force de l'autre pour gagner. À la limite, si l'autre se dope et qu'il perd la tête, on va gagner plus facilement que si on se dope soi-même, puisqu'on va profiter de la force de l'autre pour le battre, quoi. Voilà, donc, en tout cas, voilà comment j'ai été, moi, confronté au dopage. Donc, est-ce que vous avez des... Je vous ajoute un petit peu pour l'Allemagne de l'Est, parce qu'on a parlé au début. Ça veut dire, en Allemagne de l'Est, vous n'avez pas commencé les sports par hasard. Vous avez été tout de suite sélectionné. Ça veut dire, ils ont fait des recherches par rapport aux génétiques des parents. Et votre performance individuelle était tout de suite, je dirais, dirigée dans certains sports, ce qui fait que ça leur donnait beaucoup plus vite des résultats aussi. Disons derrière les dopages, mais aujourd'hui, quand on commence un sport, on n'est pas sélectionné parce qu'on a des qualités, mais on fait parce qu'on a envie. Et là-bas, c'était un petit peu différent. Ils étaient d'abord sélectionnés, après, l'autre envie, ça changeait par rapport aux résultats sportifs. Et à Séoul, parce qu'à Séoul, Allemagne de l'Est, c'est la dernière fois qui était présenté encore aux Jeux. C'était un pays qui a eu, je sais pas, 10 millions de personnes. Ils ont fait à peu près une centaine de médailles. La Pologne a 40 millions. On a fait 19 médailles. Alors vous voyez la différence et la performance sportive de ces pays. Ça a complètement changé. Comme deux Allemagnes se sont réunis. Aujourd'hui, ils ne font pas beaucoup plus de médailles. Je pense que c'est moins. En judo, c'est vraiment la catastrophe aujourd'hui. Je voudrais savoir, puisque vous, Dr Krzentowski, vous avez été président de la clinique du sport, à partir de quelle époque vous avez commencé à voir des sportifs qui, à l'évidence, prenaient des produits ? Et donc, est-ce que le sport, parce que généralement on pense au cyclisme, est-ce que c'est vraiment le cyclisme qui mérite d'être stigmatisé ? Le dernier rapport là, qui a été donné au Sénat dit que le rugby est le sport le plus dopé, ce qui peut paraître assez surprenant vu l'éthique à laquelle on associe généralement les rugbyman. Donc, on voudrait un petit peu savoir si cette question, vous l'avez rencontrée dans votre consultation. Alors, mon expérience personnelle, enfin voilà, vous allez dire que je suis peut-être un peu naïf, mais je vous parle avec beaucoup de franchise. Moi, ma spécialité est l'orthopédie, donc je me suis occupé de beaucoup de champions, je m'occupais de leurs blessures, je ne m'occupais pas de leur préparation physique. Et j'ai sûrement dû côtoyer, sans le savoir, des champions qui se dopaient.
sans qu'ils ne me le disent. Enfin, je veux dire, si je prends l'exemple, voilà, quand on est parent, on est les derniers avertis que son enfant fume. Et ben, quand on est médecin d'un champion, et même si on est très proche de lui, mais qu'il fait quelque chose de pas bien, qu'il triche, qu'il ne veut pas vous confier, eh bien, c'est pas toujours aussi spectaculaire que le dit Véronique, et on ne s'en aperçoit pas forcément aussi vite que ça. Donc, quand on n'est pas, nous, préoccupés par ça, enfin, puisqu'en tant que médecin, on ne dope pas, bien entendu, hein, c'est contraire à notre éthique, c'est pas si facile de détecter. Et d'ailleurs, même pour l'agence antidopage, c'est pas si facile non plus, parce que là, vous a sorti, Véronique, un menu extrêmement complet, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui passent au travers de ça. Par contre, et c'est peut-être l'objet de la discussion, parce que peut-être que vous avez eu des envies comme ça aussi, j'ai été confronté à des demandes d'athlètes, enfin bon, extrêmement sympathiques, honnêtes, formidables, mais à un moment donné, quand il s'agit de gagner, eh bien, on est parfois prêt à franchir le pas, à faire la bêtise, quoi. Je veux dire, quand on a consacré des années et des années à s'entraîner, qu'on est doué, qu'on arrive aux portes de la médaille ultime, et qu'on se dit, mais si j'avais le comprimé en plus qui me faisait gagner, est-ce que je le prendrais ou est-ce que je le prendrais pas? Et donc j'ai été confronté à ces questions-là, auxquelles je répondais non pas par le comprimé, mais par autre chose. Mais je veux dire, peut-être que vous aussi, comme ça, dans votre comportement, dans notre comportement, quand il y a un examen, quand il y a une échéance, on peut basculer du mauvais côté en se posant la question de savoir si on ne peut pas être aidé, même si ça ne fait pas partie de la règle. Un des moyens de se doper, c'est donc d'augmenter l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est les petits camions qui transportent de l'oxygène. Plus on a de camions, plus on transporte de l'oxygène, et plus on a d'oxygène au niveau des muscles, plus on va pouvoir produire de l'énergie. Mais ces camions, ils prennent de la place. Et les autoroutes, c'est les artères. Et les artères, elles ont un diamètre qui est un diamètre qui ne va pas grandir en même temps qu'une ombre de globules rouges. Donc le premier risque de l'érythropoïétine ou de l'EPO, hein, c'est de multiplier le nombre de globules rouges qui vont boucher les artères, et on peut faire un accident cardiaque par occlusion d'une artère parce qu'on a trop de globules rouges. Et d'ailleurs, ce que disait tout à l'heure Véronique, la façon de détecter ça, c'est de détecter la viscosité du sang. Hein, donc c'est un examen simple, et même si on n'arrive pas à trouver que le sujet s'est dopé, enfin de prouver directement son dopage, quand le sang est trop visqueux, il y a une forte présomption de dopage. Donc le risque de l'EPO, c'est la crise cardiaque et la mort. Possible. Et donc c'est pour ça que les champions, hein, donc Véronique, elle vous donne des recettes là, mais si vous dopez avec l'EPO, il faut avoir un dosage très juste pour avoir un peu plus de camions pour transporter plus d'oxygène, mais pas trop pour boucher l'autoroute. Voilà, donc c'est un savant dosage que malheureusement les champions savent faire. Donc, il faut savoir que Maxime, qui vous a posé la question, est un rugbyman émérite. Oh, bravo. Moi, c'était plus spécifiquement pour le judo. Donc, c'était pour savoir s'il y avait déjà eu des cas de dopage ou s'il y avait déjà eu des sportifs, des judokas qui sont dopés et qui ont été contrôlés positifs. Ça veut dire en France, il y avait Jamel Bourras. Voilà, il s'est fait attraper, je sais pas, 80. C'était avant les championnats, 89, je pense. Pardon, pas 89, 99. 99 ou 97. En France, c'est un, mais ça arrivait au monde entier, ça arrivait, mais je dis, il y a 5-6 personnes peut-être qui se sont... Il y avait un qui s'est fait attraper à Séoul, c'était anglais, mais il a utilisé les produits diurétiques. Je ne pense pas qu'il était dopé, je pense que c'est les produits qui peuvent cacher ce qu'on a pris, mais les produits diurétiques aussi, certains sportifs utilisent pour perdre du poids. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est quand même les sports où on est limité au niveau du poids, et je pense qu'il a utilisé plus dans ce sens-là. Après, il y avait un Mongol aussi, mais ça c'est l'année 80, c'est encore période des communistes, mais c'est vraiment rare. Ouais, non, c'était surtout pour savoir les produits qui sont utilisés au judo, vu que la plupart font prendre du poids et après c'est pas terrible pour les... Mais les problèmes du judo, c'est que voilà, les produits, quand on a parlé, tous les testostérones, tout ça, ça fait monter la masse musculaire. Vous gagnez au niveau de force, mais que vous attrapez aussi la masse musculaire, ce qui fait que ça automatiquement vous changez la catégorie. Et c'est pas sûr que vous êtes plus fort dans cette catégorie physiquement que les autres. Il y a toujours une marche entre les athlètes. Il y a certains qui sont plus forts génétiquement, il y a certains qui sont moins forts. Mais après, il y a l'aspect technique aussi qui peut faire la différence. Quand tu fais du judo, tu le connais très bien. Pour parler des risques, donc,
Le PO, c'est la crise cardiaque. Et pour parler de la testostérone qui a été largement utilisée, on peut imaginer que le cancer de Lance Armstrong, cancer des testicules, était lié à l'abus de testostérone. Hein, donc c'est un produit dopant efficace, mais là, le risque, c'est le cancer. Donc on a un risque de crise cardiaque et un risque de cancer par rapport à des produits majeurs, quoi. Est-ce que vous pensez que si on vous avait proposé un produit dopant pour gagner, vous l'auriez pris ou pas? Vous l'auriez pris ou pas? Je vais réfléchir, j'ai gagné 2 fois, alors j'ai pas besoin. Non, mais pour te répondre, je n'avais pas de proposition, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a une panique. Hein. Quand on se retrouve dans un groupe, on part 2e fois aux Jeux Olympiques, vous avez la pression derrière. Après, il faut résister à ça. C'est une performance mentale après. Je dis aujourd'hui, je pense l'accès pour les produits de dopants est plus facile. Hein. On a parlé de l'Internet, on peut acheter. On peut acheter nous-mêmes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a plus des chances. J'avais une proposition pour faire les Jeux Olympiques 3e fois. Parce qu'il faut revenir. J'étais sélectionné aussi pour les Jeux en 1984. Mais comme j'étais dans le pays de l'Est, on a boycotté les Jeux, alors je n'ai pas participé. Alors j'avais une chance peut-être de gagner une fois avant. Et après, quand j'étais déjà en France, ils m'ont proposé la Pologne, je dis, le comité olympique des Polonais souhaitait que je participe aussi aux Jeux à Atlanta. Et j'ai refusé. À l'époque, j'étais encore un bon athlète parce que je me suis entraîné encore à l'INSEP. Et mon athlète dans la catégorie dans laquelle j'ai tiré, il a fait champion olympique. Alors, je n'ai pas pu lui faire un obstacle. Et je me suis retiré. J'ai pas voulu. Alors, à certains moments, je pense qu'il faut prendre une décision. Hein, là. Il y a certains qui craquent, ils se dopent. Et même si vous êtes dopé, vous n'êtes pas sûr de gagner. C'est aussi ça, et il y a l'effet secondaire qui reste quand même. Il faut savoir ça. Et après, c'est à vous de choisir. Voilà, j'ai choisi peut-être option plus simple. J'ai 2 petites questions. Est-ce que ce sont plus les entraîneurs qui prescrivent les produits dopants ou ce sont les sportifs qui préfèrent les prendre d'eux-mêmes? Et dans quel état ils se retrouvent, mais psychologiquement, après les Jeux et quand ils ont perdu, mais qui se sont dopés? Dans quel état psychologique les gens qui sont dopés? Alors, je pense qu'il y a des deux. Hein. Enfin, moi, je me souviens donc quand on découvrait les pays de l'Est et qu'on allait en stage là-bas, il y avait un certain nombre d'entraîneurs. Alors, c'était pas les remarques qu'ils faisaient, c'était pas il faut doper nos athlètes pour être au même niveau que ceux des pays de l'Est. Mais moi, je me souviens que les critiques des entraîneurs vis-à-vis du service médical dont je faisais partie, c'est qu'on n'était pas des bons médecins, on ne savait pas préparer les athlètes comme ils étaient préparés dans ces pays-là. Et comme dans ces années-là, on n'avait pas la notion du risque du dopage comme ça l'était maintenant, hein, parce que je veux dire, le dopage a progressé énormément ces 10, 15, 20 dernières années, mais il y a 35 ou 40 ans, certains entraîneurs pouvaient assimiler ça à de la bonne préparation. Donc la confusion pouvait exister et il pouvait y avoir un encouragement de l'environnement, pas seulement des entraîneurs, de dire si on était bien préparé, on aurait plus de résultats. Voilà, donc le rôle de l'environnement est très important aussi. Alors quant à la partie psychologique, peut-être Véronique va répondre mieux que moi, mais je sais qu'il y a un certain nombre de champions, si on prend Pantani par exemple, enfin de champions qui sont suicidés. Et on peut imaginer que ces suicides seront dus en partie à l'abus de psychostimulants, hein, ou de drogues psycho-efficaces, on va dire, et qui laissent des traces au niveau cérébral et qui peuvent ensuite entraîner des dépressions jusqu'au suicide. Donc le dopage, c'est pas anodin, quoi. Si c'était bon pour la santé, ça s'appellerait pas du dopage d'ailleurs. Donc, Est-ce que des athlètes peuvent devenir dépendants de produits dopants comme quelqu'un peut devenir dépendant de drogue? Est-ce qu'il peut être en manque de PO ou de testostérone? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Je vais aussi répondre sur l'histoire parce que je crois que M. Collodi, vous avez parlé du cyclisme où c'est largement répandu. C'est tellement répandu dans le cyclisme qu'il se dopait, on a l'impression qu'il ne se dopait pas. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec des champions cyclistes.
Et on parlait de ça, et il me dit, ben non, moi je me suis jamais dopé, moi je prenais juste de la cortisone, donc qui est un produit dopant et qui est un produit interdit. C'est-à-dire qu'il y a dans le cyclisme, on est arrivé à une banalisation, comme si on ne peut pas faire ce métier sans prendre quelque chose. Mais peut-être que c'est vrai qu'on ne peut pas faire ce métier sans prendre quelque chose, parce que c'est tellement dur. Voilà. Et que c'est une des raisons aussi. Et une des raisons, c'est peut-être aussi alors, le développement, la place que le sport a dans l'économie, parce qu'on a vu, je ne sais pas si c'était aussi une approche historienne qu'on pourrait avoir. Je m'excuse, je ne sais pas si le mot est propre, mais en tout cas, on a vu que des pays pouvaient installer le sport comme un moyen de propagande politique, et donc tout est permis jusqu'au dopage. Après, le sport est aussi un moyen de développement économique, ou en tout cas d'enrichissement. Et si c'est ça le but premier, on peut imaginer que tout est permis pour s'enrichir, si les gens décident que s'enrichir est leur premier objectif, et ça amène jusqu'au dopage. Parce que si vous prenez des sports comme le tennis, le ski, enfin beaucoup de sports, en 40 ans, on a multiplié par je ne sais combien le nombre de compétitions. Quand il y avait 4 grands tournois de tennis par an, on avait le temps de récupérer, puisque la récupération fait partie de l'entraînement. Quand il y a une compétition chaque semaine et qu'on passe de l'Australie aux États-Unis, passant par l'Europe, les Indes, etc., il y a un moment donné où ça devient compliqué, quoi. Il faut récupérer du décalage horaire, et donc c'est une tentation aussi, quoi. Donc, on peut faire le lien entre les produits qui sont quand même arrivés il y a environ 20-30 ans et la libéralisation aussi de l'économie, c'est-à-dire la dérégularisation de l'économie correspond aussi au moment où le sport est devenu un enjeu, où il y avait beaucoup d'argent. Et quand on parlait tout à l'heure du rugby, le rugby est un sport qui est connoté plutôt positivement. On a l'impression d'avoir des garçons, il y a aussi du rugby féminin je crois, qui sont plutôt sains et bien dans leur tête. Alors qu'effectivement, pour le cyclisme, il n'y a pas la même image. Est-ce que c'est parce que l'argent est arrivé dans le rugby qu'on se pose la question du dopage dans le rugby aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas, mais je vais donner aussi un exemple, pas inverse, mais dire que l'argent n'est pas la seule raison de se doper. Les endroits où on se dope le plus, c'est dans les salles de culturisme. C'est là où il y a le plus de trafic de produits dopants. Donc on peut aussi se doper pour avoir l'impression qu'on améliore son image de soi ou pour son propre... Donc c'est assez complexe. Donc je pense que l'argent est un des éléments, mais ce n'est pas le seul, puisqu'on arrive à trouver en dehors du sport des grands utilisateurs de produits dopants que sont les culturistes. Je n'ai jamais utilisé. Et puis ce qui est complet, vous n'êtes pas culturiste Non, pas trop. Ça se voit. Est-ce que... Non, pas... évidemment, c'est moi qui lui tends la perche, écoutez. Il a fait exprès, c'était pour... Voilà. Ce qui est compliqué aussi, c'est que l'environnement du sport, alors là je ne sais pas si... c'est que l'environnement du sport est à la fois moralisateur et générateur quelque part de dopage. Je veux dire, parce que l'environnement du sport, enfin je parle de tous les circuits économiques, contribue à multiplier le nombre de compétitions parce que ça multiplie les spectacles, ça multiplie, etc. Et en même temps, c'est les mêmes dirigeants qui, à la fois, vont encourager la multiplication des compétitions et qui vont s'instaurer comme les justiciers de celui qui se fait prendre la main dans le sac. Alors tout ça, c'est assez complexe, quoi. Je vais défendre un peu les sportifs. Il faut savoir que, voilà, il faut. Je dirais parce qu'on parle, alors les sujets c'est les sportifs et les dopages et la performance, mais il faut savoir que dans la vie quotidienne, il y a les gens qui se dopent aussi. Pour avoir ce qu'on a dit au début, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais les dopages, ce n'est pas seulement pour être meilleur sportif. Vous pouvez être dans la vie quotidienne, dans les sociétés. Il y a les gens qui se dopent pour avoir la performance, je ne sais pas, sur quelques jours. Et ça existe. Et j'ai lu même un article ici qui a dit si on fait un contrôle des gens normaux, on peut être surpris. Je trouve que ce que vient de dire Waldemar est vraiment très très intéressant parce que ça remet aussi les choses à leur juste valeur. C'est que je crois que finalement l'envie ou la tentation de prendre des produits pour être meilleur et pour gagner, elle est commune à toute la société et à tout le monde. Mais on va dire que c'est peut-être le monde du sport qui paye pour tout le monde parce que c'est le plus en vue et c'est celui qui est le plus confronté à une computation mesurable. Si vous prenez des produits pour ne pas dormir la nuit et réviser et peut-être gagner votre examen le lendemain, personne ne va vous contrôler. On n'est pas dans une compétition où vous avez les projecteurs sur vous toute la journée, où on surveille votre entraînement, la compétition, etc. Donc le sport, peut-être c'est un des lieux où on se dope le moins, peut-être, mais c'est peut-être, pour tomber dans la caricature, mais c'est celui qu'on regarde le plus. Voilà, donc...
Et puis pour aussi aller dans ce sens-là, c'est vrai que le sport, ça porte de tellement belles valeurs et les sportifs sont tellement admirables en termes de courage, de comportement et de persévérance qu'il ne faut surtout pas assimiler le sport à ça, quoi. Je veux dire, c'est une déviation, mais ça n'enlève rien au sport. En tout Je cas, de mon pensais point de à vue. une... Attendez, un jeune homme là, à une question qui vous concerne, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, docteur Lebar, la question du cannabis chez les sportifs. Et le cannabis n'est pas consommé que chez les sportifs, hein, je pense. Est-ce qu'on peut dire que dans le monde sportif, le cannabis devient un moyen de résolution d'une tension ? Bah, c'est un produit anti-stress, hein. C'est un psychoactif, c'est un produit anti-stress et c'est vrai que les sportifs, quand ils se connaissent bien par rapport à leur réaction, etc., ils savent se doser par rapport au stress et par rapport à leur consommation de cannabis. Mais c'est vrai aussi qu'il y a il y a des tas de sportifs qui sont contrôlés positifs au cannabis alors qu'ils ne l'ont pas fait obligatoirement dans un but dopant, mais qu'ils l'ont fait de façon festive. Bon, ça revient au même au niveau de la sanction, hein, puisque de toute façon, ils sont exactement sanctionnés comme s'il l'avait fait dans un but dopant. Mais oui, le cannabis, c'est un vrai produit dopant. Tout à fait. J'aurais juste voulu savoir si vous, en tant que médecin, quand vous êtes confronté à un sportif qui doit se remettre d'une blessure au plus vite pour continuer sa carrière, vous devez respecter quand vous prescrivez un traitement, par exemple, pour pas qu'il soit considéré comme dopant, comme des corticoïdes ou... Alors, d'abord, en tant que médecin, quand il y a une blessure, alors effectivement, enfin, ça doit être ça le sens de la question, la demande, c'est de guérir le plus vite possible, quoi, puisque la compétition, c'est le lendemain. Alors moi, à chaque fois que j'ai voulu gagner du temps, j'en ai perdu et j'en ai fait perdre à mon athlète. Quand j'étais jeune médecin, j'étais impressionné et donc quand le champion venait, j'accédais souvent à ces demandes de reprendre plus vite, d'accélérer les choses. Et finalement, on a toujours perdu du temps. Et moi, je dis à mes athlètes qu'il vaut mieux s'arrêter une fois un mois dans une année que 20 fois 3 jours. Parce que 20 fois 3 jours, ça fait 2 mois. Donc déjà, il y a des règles de récupération qui font qu'il faut savoir donc expliquer à son athlète que la blessure fait partie de la compétition et que savoir bien la gérer, c'est aussi protéger sa carrière sur le long terme. Bon, maintenant, il y a aussi des progrès qui se font dans la gestion des blessures qui sont très importants. Si je prends les claquages musculaires, par exemple, avant, on respectait les durées de cicatrisation. C'était 6 semaines, 6 à 8 semaines, plus la rééducation. Aujourd'hui, on sait les traiter beaucoup plus vite. On sait réinjecter des parties de sang qui accélèrent la cicatrisation. Vous avez peut-être lu ça dans l'équipe, pour les lecteurs de l'équipe. Hein. C'est ce qu'on appelle du plasma enrichi en plaquettes qui permettent d'arriver à gérer ces situations en 15 jours ou 3 semaines plutôt que les 8 d'avant. Donc c'est vrai que la médecine fait des progrès. Mais en tout cas, il ne faut pas aller trop vite. C'est souvent faire prendre des risques à son champion plutôt que de le protéger. Mais du coup, il n'y a aucune chance pour que ces produits soient considérés comme étant des dopants ou... Ben, si, par exemple, la cortisone, si vous avez, imaginons une pathologie articulaire d'un genou, par exemple, eh bien, la cortisone peut être un des traitements à injecter dans le genou pour faire diminuer le gonflement. Enfin, je vous passe les détails. Et la cortisone est un produit dopant. Donc, dans ce cas-là, il y a des règles que Véronique connaît mieux que moi, enfin, dans la procédure. Mais en tant que médecin, vous devez le déclarer. Et vous devez demander à votre athlète de le déclarer. Et à ce moment-là, il peut avoir une autorisation d'usage thérapeutique. Voilà, c'est le terme consacré, ce qui fait que le produit qu'on a donné, on l'a donné à des visées thérapeutiques. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas sanctionné. C'est le cas, par exemple, des asthmatiques. Les asthmatiques, les vrais, hein, ceux qui sont vraiment asthmatiques, eh bien, ils prennent des médicaments contre l'asthme, c'est des produits dopants. Ils ont un certificat de leur pneumologue ou de leur médecin justifiant la prise de ce médicament et ils ont une autorisation à usage thérapeutique. Donc voilà, tu peux compléter, oui. Je vais juste ajouter, quand un athlète, quand vous arrivez, quand vous êtes contrôlé, c'est pas quand vous arrivez, il vous demande votre urine, etc. Normalement, vous arrivez, d'abord il y a un protocole, ça veut dire vous dites ce que vous avez pris. Ça commence comme ça. Souvent, vous êtes en présence de votre médecin d'équipe, équipe nationale ou quelqu'un qui est avec vous, ou vous pouvez être tout seul, vous pouvez dire ce que vous avez pris. Après, aujourd'hui, la procédure est un peu vachement verrouillée, ce qui fait qu'il faut, si vous prenez les produits pour se soigner, etc., il faut avoir l'ordonnance de votre médecin. Et après, je sais pas, il y a toute la liste, on peut remplacer les produits, parce que là, c'est vraiment, maintenant, c'est compliqué, vous ne pouvez pas tout prendre. Hein. Vous avez des produits qui sont sur la liste noire, que vous ne pouvez pas utiliser, mais vous pouvez remplacer par un autre produit. Alors, aujourd'hui, pour les sportifs de haut niveau, c'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas prendre tout ce que vous voulez et comme vous voulez.
Voilà, quand on a parlé des cannabis, il y a certains qui fument comme ça parce qu'il y a une fête. Et 3 mois après, il découvre qu'il est positif, il ne sait même pas pourquoi. Alors ça arrive aussi comme ça, c'est par hasard, mais aujourd'hui, on peut vraiment faire des recherches et je sais pas, on revient sur 6 mois en arrière, je pense, hein. 2 mois. Oh, je me suis trompé. Bah, oui, mais il y a une marge. Il y a une marge. Il y a une marge. Alors, je sais qu'ils arrivent plus loin. Et il y a beaucoup de produits qu'on détecte aujourd'hui. Voilà, comme les cannabis, je sais que les jeunes, ils consomment un petit peu comme ça, voilà. Voilà. Et pour les sportifs de haut niveau, ça peut être dangereux. Je parle au niveau de page là. Quelle est la motivation pour un sportif de se doper? Parce que de nos jours, maintenant, c'est gagné, mais il y a tellement de contrôle et l'enjeu est tellement grand. On peut perdre tout. Alors pourquoi se doper avec tous ces contrôles? Déjà, quand on arrive à être un champion, c'est pas tout le monde. Il faut savoir, quand vous partez aux Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. En judo, il y a 7 catégories poids, vous avez 7 champions olympiques. 4 ans après, vous avez encore 7. Alors, tout le monde ne peut pas être champion olympique, même si certains, pendant 4 ans, ils sont très très performants. Ces jours-là, ça arrive qu'ils perdent. Et voilà, on arrive doucement, à là haut niveau, on arrive doucement, c'est pas au bout de 2-3 ans, ça dure 10 ans, 15 ans, ça dépend des sports, ça dépend de ce que vous faites. Et après, j'y pense de mon côté que c'est beaucoup de l'entourage qui fait. Parce que quand j'étais dans les pays de l'Est, et on a parlé là, mon collègue qui vous a parlé que quand même ça existait, je sais que ça existait chez nous, mais dans notre sport, dans les judo, on n'était pas sensibilisé là-dessus. Ça veut dire, une fois ça arrivait comme les Jeux, et quand on n'a pas fait les Jeux Olympiques à Los Angeles, il y avait les tournois olympiques organisés dans chaque pays, il y avait un sport. Les judo tombaient en Pologne. Il y avait le tournoi à Varsovie, et on a eu, je dirais, une réunion avec une personne, je ne sais même pas qui c'était un communiste ou c'est quelqu'un représentant des comités olympiques, je ne sais pas, mais la personne qu'on ne connaissait pas. On discutait pendant 1 heure et à la fin de ce discours, quand il partait, il disait il y aura un contrôle antidopage, mais il n'y aura pas de contrôle. Voilà, ça se terminait comme ça. Ça veut dire que voilà, il prenait tout le monde savait qu'il y aura un contrôle, mais en fin de compte, il n'y avait pas de contrôle, analyse derrière de notre urine. Alors c'est pour nous donner peut-être une chance de pouvoir prendre quelque chose et être plus performant. Voilà. Et notre équipe a fait 7 médailles sur 8. Alors c'était un peu... Je pense qu'on était sur la liste noire après. Bon, d'abord parce qu'on n'est pas sûr de se faire prendre. Et je crois qu'en même temps que les laboratoires antidopage se développent, les laboratoires dopage se développent aussi. Donc il y a toujours sûrement des grands savants dopeurs qui expliquent à leurs athlètes que des nouveaux produits sont indétectables ou des façons de le prendre. Donc il y a cette raison-là. Après, la raison pourquoi on fait des choses qui sont dangereuses ou qui sont... je veux dire, on peut se poser la question à nous-mêmes, quoi. Moi, j'étais fumeur, peut-être comme certains d'entre vous. Pourquoi j'ai fumé alors que je savais que j'augmentais mes chances de mourir, quoi. Donc, je veux dire, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que maintenant, je veux dire, le sport est devenu un tel enjeu que je pense que la personne un peu fragile, pas fragile pour devenir championne, mais à qui on ferait miroiter un succès presque garanti à travers un produit presque indétectable, bon, bah, je veux dire, voilà, la chair est faible et je crois qu'on peut se laisser tenter, quoi. Je veux dire, moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Je veux dire, c'est facile d'être moralisateur quand on n'a jamais été confronté à ça, mais je crois que dans des situations extrêmes comme ça, je crois qu'on peut imaginer qu'on puisse être faible. Juste aux États-Unis, ils ont fait un test. Ils demandaient les jeunes, c'est à votre âge, s'ils sont capables de prendre les produits de pointe pour devenir les champions. Ils donnaient les stars des États-Unis. Et a priori, 90% répondaient oui. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas aux effets secondaires, mais on pense à être glorieux, gagner beaucoup d'argent, même si ça va durer pas longtemps. En termes de risque, j'espère que le rugby n'arrivera jamais là, mais si on prend le football américain, l'espérance de vie des footballeurs américains est beaucoup plus faible que celui de la population générale. Je crois que c'est de plus de 10 ans ou 15 ans de moins d'espérance de vie. Le football américain est un milieu où on se dope beaucoup.
Aux États-Unis, dans cet esprit de libéralisme et de grande liberté, je veux dire, même le dopage, jusqu'à très peu de temps, était considéré comme quelque chose d'assez banalisé. Hein. Et même les structures antidopage américaines n'avaient pas la rigueur ou la volonté de punir, comme c'est le cas en France. Maintenant, c'est la règle internationale qui prévaut, et donc aussi là-bas. Mais c'est ce qui explique que dans les sports professionnels aux États-Unis et le football américain, le dopage est encore très répandu, avec des risques majeurs éprouvés sur la santé de façon indiscutable, quoi. Bonjour. En fait, je voulais savoir si vous découvrez qu'un de vos athlètes se dope, qu'est-ce que vous faites? Plutôt vous le dénoncez ou vous essayez de le raisonner? Je ne sais pas, j'essaie de le raisonner. Le dénoncer, c'est difficile, mais oui. essayer de le raisonner, oui, de le raisonner. Okay. Ouais. Bon, bah, merci. C'est sûr. Ouais. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, pour continuer un petit peu, parce que quand aujourd'hui c'est entraîneur, il faut savoir s'il y a un athlète qui se dope, on vous voyez tout de suite. Hein, parce que si vous êtes avec quelqu'un 2-3 fois ou presque tous les jours, vous voyez sa performance, c'est pas naturel que pendant 15 jours ou je sais pas, une semaine, il commence à progresser énormément. C'est pas naturel. Là, on a parlé au départ que la progression s'est faite sur une année. Si vous allez dans une salle de musculation et vous poussez une barre, c'est pas à 20 ou 30 kilos à la fin de l'année que vous allez pousser plus. Ça fait 5 ou 10 kilos peut-être. Mais normalement, les athlètes de haut niveau, la progrestion est genre de 2,5 kg, 5 kilos. Alors, c'est pour ça qu'on voit après tous les culturistes là, qui prennent beaucoup des produits qui font qu'on voilà, on se développe bien, on est bien taillé et on pousse beaucoup plus. Mais voilà, les conséquences sont horribles. J'ai jamais été confronté à cette situation, c'est très sincère ce que je dis, mais je crois aussi que à partir du moment où on a une opinion sur ces sujets, s'il le fait en cachette, il ne viendrait pas vers ceux qui pensent qu'il ne faut pas le faire, quoi. Et souvent, il y a des groupes, enfin, je veux dire, on le voit dans le milieu de l'athlétisme, il y a des groupes de gens avec un environnement particulier qui sont plutôt des groupes qui accèdent à ce type de pratique. Mais si vous affichez clairement votre position sur ce sujet, soit votre athlète... s'il continue à vouloir se faire soigner par vous, va vraiment vous le cacher, vous n'allez pas vous en apercevoir. Comme votre enfant, vous ne saurez pas qu'il fume. Et c'est assez étonnant, mais je veux dire, c'est assez étonnant de voir combien on peut être proche de quelqu'un et pas forcément s'en rendre compte. Et donc voilà. Mais en tout cas, le dénoncer à la police, c'est autre chose quand même. Il y a d'autres méthodes, quoi. Je le dénoncerai à Véronique. J'appellerai Véronique pour dire qu'est-ce qu'on fait. J'ai mon athlète qui se dope, qu'est-ce que je fais?